Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. À une époque où on est plus que jamais dans une société très, très individualiste, c'est particulier ce qu'on a vécu. Pendant quelques minutes, on a regardé la même chose en même temps. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Alors, je sais que tu n'étais peut-être pas le plus enthousiaste des enthousiastes concernant l'éclipse, mais on a quand même vécu quelque chose de particulier, là. En tout cas, nous qui étions dans cette bande de totalité, là, où on a assisté à un phénomène vraiment, vraiment impressionnant. Alors, j'ai fait un immense effort depuis hier pour sortir de mon cynisme là-dedans. Bon. Et bon, à moitié réussi. Mais cela dit, non, parce qu'effectivement, t'as tout à fait raison. Moi, ce qui me frappe là-dedans, une fois qu'on met de côté... En fait, ce qui m'a exaspéré, comme plusieurs, je crois, c'est le côté hyper sécuritaire qui faisait en sorte qu'on avait l'impression que le monde allait s'effondrer si on suivait pas les consignes gouvernementales à la seconde même. J'avais l'impression de revivre en mode éclipse des pires moments de la pandémie. Ouais. Bon, là, on n'y est plus. Mais, donc, il y a quelque chose de très vrai, cela dit, c'est que notre société est toujours à la recherche, en fait, de moments de communion collective, c'est-à-dire, on est tellement dans des existences soit individualisées à outrance, où l'individu est enfermé en lui-même, où l'individu n'est plus capable de se connecter aux autres, sauf par la médiation des réseaux sociaux. On est tellement enfermé, ou alors dans des petites cases, presque des petites sectes affinitaires. Donc là, chacun a son identité, son groupe s'attribue sa bande, mais la société dans son ensemble, la communauté, le peuple, la nation, qu'on appelle ça comme on souhaite, eh bien, se retrouve rarement. Et de temps en temps, soit, là c'est un événement astronomique, mais ça peut être aussi des événements politiques, culturels, il y a l'occasion de refaire du commun, revivre un moment de commun, et j'ai l'impression qu'au final, malgré toutes les moqueries qu'on pouvait avoir, malgré l'exaspération légitime des uns et l'enthousiasme légitime des autres, ce qu'on avait à travers ça, c'est l'occasion de tous regarder à peu près dans la même direction, en cessant pour un instant de se regarder le nombril, en cessant pour un instant de s'enfermer dans un petit groupe affinitaire plutôt qu'un autre, une petite secte plutôt qu'une autre, et être capable, à travers tout ça, de vivre un moment partagé, comme une forme de Super Bowl cosmique, et de ce point de vue, ou d'une Coupe Stanley cosmique, qu'on trouve l'image qu'on veut, donc de ce point de vue, ça en dit sur nos besoins collectifs, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'on soit capable de trouver de tels moments de communion autrement que lorsque se présente la fameuse éclipse totale dont nous avons tant parlé pendant si longtemps et que nous avons vécu hier pour un instant. Et dis-toi que l'éclipse est arrivé plus vite que la prochaine Coupe Stanley du Canadien. Oui, mais on aura l'indépendance du Québec d'ici la prochaine. Ah, OK, parfait. Alors, je garde cette prédiction. Prévision. Je garde cette prévision. Gabriel Attal, qui sera au Québec cette semaine? Ouais, alors là, c'est important ça. Gabriel Attal, premier ministre français. Alors, je rappelle pour ceux qui connaissent pas le système politique français, en France, le premier ministre, c'est pas le personnage le plus important de l'État. Le plus important, c'est le président de la République. Et le président de la République nomme un premier ministre à partir du groupe qu'il soutient à l'Assemblée ou exceptionnellement à partir de l'opposition quand il est dans ce qu'on appelle en situation de cohabitation. Mais là, Gabriel Attal, donc, c'est un fidèle du président Macron et qui relance une tradition un peu interrompu de la relation France-Québec. Une relation très importante, cette relation France-Québec. Donc, il arrive, et là, dans d'autres circonstances, on pourrait dire qu'il y a eu 2-3 temps. Il y a eu le temps de 67 ou même 60 à 95, donc du Vive le Québec libre du 24 juillet 67 jusqu'aux séquences référendaires où la France était notre premier allié. Il faut jamais l'oublier. Le Québec a cette chance, parmi les nations qui veulent accéder à l'indépendance en Occident, le Québec est la seule à avoir un allié puissant à l'étranger. Qu'est-ce qui fait qu'une nation réussit à accéder à l'indépendance? Non, c'est parce qu'elle a un allié. Les Croates avaient un allié, les Slovènes avaient un allié au moment de l'effondrement de la Yougoslavie, c'était l'Allemagne. Les Catalans n'avaient pas d'allié.
eh ben, on a vu ce que ça a donné, même si donc ils se sont lancés dans le vide. Et nous, on a un allié. Donc, pendant longtemps, la relation France-Québec se construisait politiquement autour de la question nationale. On peut dire qu'après 95, on a voulu y trouver une traduction économique plus forte. Donc là, il faut que, non seulement que nos deux États ou nos deux peuples se parlent, mais que nos deux sociétés se parlent, que nos deux économies se parlent. Donc c'était le triomphe du tout à l'économie de ces années-là, et avec souvent un sentiment de déception alors, parce qu'on disait même pourquoi on n'a pas plus de relations économiques avec la France, et là on avait envie de répondre à ces gens, ben vous savez, l'axe de croissance naturelle économique de l'économie québécoise, c'est le Nord-Sud, c'est les États-Unis. Notre relation avec la France peut avoir une dimension économique forte. Elle en a une, parce que le Québec est la porte d'entrée du nouveau pour l'Europe sur le nouveau continent, surtout pour la France. Mais notre relation n'est pas d'abord économique, ça. Il faut simplement, mais il y a que ceux qui sont les obsédés du primat de l'économie qui se désolaient de ça. Et là, qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques années? C'est une relation qui se reconstruit aussi sur une communauté de civilisation. Et je m'explique. La France en Europe, et évidemment, c'est la nation qui a été frappée par l'islamisme et qui résiste à l'islamisme et qui fait la défense de la laïcité, qui veut défendre, bien que de manière très complexe, la liberté d'expression, qui veut défendre la possibilité pour une nation de ne pas se réduire en communautés éparpillées, qui résiste au multiculturalisme. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs ces dernières années? On faut se rappeler la lettre en commun signée par Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation en France, et Jean-François Roberge, qui disait on va résister ensemble au wokisme, on va résister ensemble à la destruction de livres, on va résister ensemble à la nouvelle censure. Eh ben, je pense que sur cet axe essentiel, qui est un axe de civilisation, de résistance au wokisme, de résistance à l'impérialisme anglo-saxon, qui considère que toute divergence par rapport à sa norme est une forme d'éloignement des codes de la démocratie. Parce que c'est quand même, faut jamais l'oublier, ça. Pour les anglo-saxons, pour les Américains, surtout dès qu'on s'éloigne un peu de leur modèle, on est antidémocratique. Et la France, qui est pas une petite nation périphérique, la France, c'est une nation qui a déjà été première dans le monde occidental, qui demeure une référence, qui demeure première en certains domaines, qui demeure la capitale mondiale du tourisme, qui demeure le pays producteur de pensée politique qui va au-delà de ses frontières. Mais la France résiste un peu par rapport au monde anglo-saxon, comme nous par rapport à notre propre environnement. Donc, il y a puis le Québec, quand on raconte aux Français que les Québécois sont dotés d'une loi sur la laïcité en 2019, bon, quand on leur explique le contenu de la loi, ils disent, vous êtes certain, c'est une loi, c'est pas une directive administrative mineure adoptée dans le consensus généralisé? Non, mais on n'est pas dans le même contexte. On a le multiculturalisme canadien, on a l'Amérique du Nord. Mais quand on leur dit que le combat pour la laïcité est un combat qui nous réunit, nous rassemble, nous permet de communier politiquement, quand on leur dit que on résiste au Québec au multiculturalisme canadien, quand on leur dit que le Québec cherche à défendre le modèle national plutôt que le modèle communautariste, eh bien, qu'est-ce qu'on voit, c'est que nos deux nations, nos deux peuples retrouvent un nouveau terrain d'intérêt partagé, de préoccupation partagée, une communauté de civilisation, une communauté de culture et donc une communauté politique. Et moi, je pense que dans cette visite de Gabriel Attal chez nous, 1000 sujets seront discutés, mais parmi ceux-là, je pense qu'on peut s'attendre à ce que cette alliance des francophones de bord et d'autre de l'Atlantique, hein, ces Français de part et d'autre de l'Atlantique, comme disait le général de Gaulle en 67, eh bien, on peut penser qu'on va retrouver là quelque chose comme une nouvelle matière pour reconstruire notre relation, tout en sachant que si l'histoire s'accélère, comme on peut le croire dans les prochaines années, avec la possibilité d'un référendum sur l'indépendance du Québec, la France va être appelée encore à nous soutenir. Et de ce point de vue, ça, je me permets de le dire publiquement, comme je le répète à qui veut l'entendre en privé, le Québec doit recommencer à construire des relations fortes et précieuses avec la France, parce que le jour où ça va compter, ces relations-là vont peser pour le fait que la France puisse nous soutenir à partir de l'histoire, à partir des intérêts des sociétés civiles et des économies partagées, à partir de cette communauté de philosophie qu'on a développée sur les enjeux des temps présents. Et retour sur le livre « Je souffre, donc je suis ». Oui, de Pascal Bruckner. Je me permets d'en dire un mot, parce que j'en ai parlé récemment avec Richard, parce que je l'ai resurvolé ces jours-ci, parce que je l'ai reçu à mon émission en France, et là, je l'ai relu. Je trouve que c'est un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines en France, Je souffre, donc je suis, qui va paraître à Montréal dans les prochains jours, je crois.
Et Pascal Bruckner étudie en fait la sociologie victimaire de notre époque. Comment aujourd'hui, pour être capable d'être reconnu publiquement, il faut se présenter comme une victime de quelque chose. Puis là, on essaie d'additionner des traits victimaires, dont la fameuse intersectionnalité. Donc, j'appartiens à tel groupe minoritaire, tel groupe minoritaire, tel groupe minoritaire, tel groupe minoritaire. J'accumule donc des points. Hein, c'est comme dans un jeu vidéo. Donc, j'accumule des points. Exactement. Des points souffrance qui me permettent d'accéder au statut de victime reconnue et dès lors de réclamer des droits à la réparation symbolique, à la réparation économique, à la réparation financière, un droit à la plus grande représentativité politique. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'on est dans une époque qui, loin de valoriser l'héroïsme, loin de valoriser la capacité à transcender sa souffrance, parce que personne ne conteste que les gens souffrent, la question n'est pas là. L'idée, c'est que la tentation est forte de se replier dans sa souffrance en toutes circonstances pour être capable de s'inscrire dans l'espace public comme un grand souffrant, et le grand souffrant accumule des points souffrance qui lui permet ensuite, dans l'aristocratie victimaire, de dire « je suis au-dessus de vous ». Donc, on a reconstitué l'aristocratie, mais non plus sur le mode héroïque, mais sur le mode victimaire. Et le livre de Pascal Bruckner, qui est fichtrement bien fait, permet justement de comprendre cet imaginaire qui est présent partout des deux côtés de l'Atlantique. Donc, je me permets d'en parler puisqu'il traverse l'Atlantique ces jours-ci, ce bouquin. Intéressant. Merci Mathieu. Bon épisode à toi. Bonne journée. Bye bye.